Aujourd'hui, on retrouve ces vortex dans toutes les mers du monde. Et chaque année, ils grossissent et sont impossibles à nettoyer. Jusqu'ici, nous avons vu des explosions, des marées noires, des effondrements. Mais certaines catastrophes se font en silence. Pour découvrir celle qui prend la deuxième place du classement, direction l'océan Pacifique et le vortex de déchets du Pacifique Nord. Ce vortex est composé d'un mélange de déchets de différentes tailles. Certains atteignent les 50 mètres de longueur, mais la plupart sont minuscules. Il s'agit en fait d'une gigantesque soupe de déchets à la dérive, avec des microplastiques qui polluent l'océan et qui entrent dans toutes les composantes de la chaîne alimentaire. Durant la Seconde Guerre mondiale, la production de plastique connaît un bond spectaculaire. Depuis, le plastique est devenu omniprésent, sans que l'on en ait soupçonné la menace. Car tout ce qui n'est pas emmené à la décharge pour y être recyclé finit un jour ou l'autre dans les océans. Au fil des décennies, les courants marins du globe ont regroupé tout ce plastique au sein de gigantesques tourbillons qui dérivent entre le Japon et les États-Unis. La quantité exacte de plastique qui s'y trouve est inconnue, mais des estimations optimistes avancent le chiffre de 180 millions de tonnes, auxquelles s'ajoutent 10 millions de tonnes chaque année. 250 000 tonnes sont en surface. Mais le reste a déjà coulé dans les profondeurs de l'océan. Au total, on y dénombrerait plus de 5 000 milliards de morceaux de plastique. C'est le skipper Charles Moore qui découvre ce vortex en 1997 lors d'une traversée du Pacifique. Il naviguera une semaine entière au milieu des déchets. Ce vortex pose d'énormes problèmes. On y trouve des grands filets de pêche égarés en mer par des bateaux et dans lesquels continuent de se coincer les animaux marins. Des poissons, des baleines, des phoques ou des tortues y meurent lentement par suffocation. Des billes de plastique ou les bouchons sont eux aussi très dangereux. Les oiseaux les attrapent pour nourrir leurs petits. Impossible pour eux de les digérer. Ils finissent par en mourir. Quant aux tortues, elles confondent les sacs en plastique avec des méduses et les mangent. Pire, ces objets bloquent les rayons du soleil. Sans lumière sous la surface, les algues et le plancton qui sont à la base de la chaîne alimentaire ne peuvent plus se développer. Les animaux qui s'en nourrissent meurent de faim. Toute la chaîne alimentaire est impactée. L'océan est en train lentement de mourir. Aujourd'hui, on retrouve ces vortex dans toutes les mers du monde. Et chaque année, ils grossissent et sont impossibles à nettoyer. C'est la seule catastrophe de notre classement qui impacte l'ensemble de la planète et de ses habitants. Elle pourrait même menacer directement la survie de l'humanité, car sans océan, nul ne sait si la planète resterait habitable. Il faudra sans doute attendre encore plusieurs siècles pour mesurer l'ampleur des conséquences de ce vortex de déchets plastiques qui se forme au cœur de l'océan Pacifique. Découvrons à présent la catastrophe qui prend la première place de notre classement. Elle a menacé des millions de personnes à travers l'Europe. L'explosion du réacteur nucléaire de Tchernobyl en Ukraine en 1986. Sur la planète, 440 centrales génèrent 10% de toute l'électricité mondiale. L'énergie nucléaire est jusqu'à 8000 fois plus efficace que les énergies fossiles et ne dégage aucun gaz à effet de serre. Mais cette source d'énergie comporte aussi des risques. En mars 2011, la catastrophe nucléaire qui s'est produite dans la centrale de Fukushima au Japon a prouvé à quel point ce type d'accident représentait l'une des menaces les plus terrifiantes de notre époque. Classée au niveau 7, le plus élevé sur l'échelle internationale des événements nucléaires, la catastrophe a été déclenchée par un séisme et un tsunami d'une violence rarissime. À ce titre, elle ne fait donc pas partie de notre classement.
au contraire de celle de Tchernobyl, elle aussi classée niveau 7 et qui représente encore aujourd'hui l'un des enchaînements d'erreurs humaines les plus dramatiques de l'histoire industrielle. Nous sommes le 25 avril 1986. Les ingénieurs de Tchernobyl lancent un test sur le réacteur numéro 4. Objectif, évaluer s'il pourrait alimenter les systèmes de refroidissement en cas de panne de courant. 10 heures avant de lancer le test, ils désactivent le système de refroidissement d'urgence. Pendant ce temps, le réacteur continue de fonctionner. Des barres d'uranium immergées sont bombardées de neutrons. C'est ce qu'on appelle la fission. L'eau chauffée produit de la vapeur et alimente une turbine qui elle-même produit de l'électricité. En chauffant, les barres d'uranium peuvent fondre et produire des gaz explosifs. Pour ralentir ce phénomène, on introduit des barres dites de contrôle. Elles sont censées absorber les neutrons et éviter une réaction en chaîne qui conduirait à l'emballement du réacteur. Peu après 1 h du matin, le 27 avril, les opérateurs reçoivent la permission de lancer le test. Les systèmes de sécurité sont désactivés pour éviter qu'ils ne perturbent le processus. Mais la puissance du réacteur augmente subitement. Pour éviter l'accident, les ingénieurs tentent d'insérer les barres de contrôle, mais sans succès, elles se bloquent. Il est alors impossible de stopper les réactions nucléaires qui s'enchaînent à l'intérieur du réacteur. À 1 h 23, le réacteur explose. La puissance de la déflagration est telle que la dalle de béton de 1000 tonnes qui le recouvre est projetée en l'air, détruisant le toit de la centrale. Le feu fera rage pendant plusieurs jours. Des millions de litres d'eau seront projetés pour tenter de refroidir le réacteur. Puis, des milliers de tonnes de sable, d'argile et de plomb pour empêcher que les radiations ne s'échappent dans l'atmosphère. À l'époque, 115 000 personnes vivent dans les environs. Elles ne seront évacuées qu'au bout de 36 heures, forcées à tout laisser derrière elles. Elles ne seront jamais autorisées à revenir. La zone d'exclusion s'étend encore aujourd'hui sur 4 800 km², plus de 2 fois la superficie de Londres. L'incendie ne s'éteindra que 10 jours après l'explosion. Le réacteur aura alors déjà libéré 400 fois plus de radiation que la bombe d'Hiroshima. Il faudra attendre 6 mois avant que le réacteur ne soit confiné sous un sarcophage de béton et d'acier. Il devra y rester pendant au moins 20 000 ans. Sur le site de l'accident, 600 000 hommes appelés liquidateurs sont engagés pour les opérations de nettoyage. Ceux qui travaillent à proximité du réacteur de Tchernobyl reçoivent en 90 secondes l'équivalent des radiations qu'un être humain reçoit au cours de toute sa vie. Le nuage radioactif se répandra sur le nord de l'Europe jusqu'à atteindre l'Écosse, située à 2400 km de la centrale. Les conséquences se feront ressentir dans tous les pays. Dans les 10 ans qui suivirent l'accident, des cas de cancer ou de malformation augmenteront même dans les îles les plus à l'ouest du continent. Le bilan officiel ne fait encore aujourd'hui état que de 31 victimes, mortes dans l'explosion ou des suites de l'exposition aux radiations. Mais le chiffre réel fait toujours l'objet de débats. Les décès indirects causés par des maladies liées à une exposition aux nuages radioactifs sont difficiles à chiffrer. En 2006, un rapport scientifique de Greenpeace avançait le chiffre de 200 000 morts en Russie, en Biélorussie et en Ukraine. Mais compte tenu du délai pour qu'une maladie se déclenche et des difficultés pour la relier avec certitude à l'accident nucléaire, il est difficile d'annoncer un bilan plus précis. Ce qui est sûr, c'est que les éléments radioactifs ayant une demi-vie de plusieurs milliers d'années, la catastrophe nucléaire de Tchernobyl continuera de nous hanter pendant encore de nombreux siècles. Espérons qu'une telle tragédie ne se reproduise jamais.